Voilà, c'est un peu compliqué le jeudi après-midi, mais on va y arriver. Surtout qu'on est sur un sujet qui est un petit peu en marge de la logistique et du transport à proprement parler, mais qui a énormément d'influence et d'impact sur ce sujet-là. Et on va parler du MACF. Alors, je vous cache pas, faudrait changer Lucas, faudrait que tu changes le truc derrière. Merci. Le MACF, c'est quoi alors? Moi, je suis un spécialiste du transport et de la logistique. Quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, mais attendez, vous êtes trompé un peu de salon. Et on m'a dit, non, non, pas du tout, tu vas voir. C'est très lié au transport et à la logistique. Le MACF, c'est le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une façon de lutter contre la fuite de carbone, si on peut résumer ça. Et pour ça, c'est des chargeurs qui sont concernés, c'est des transporteurs qui sont concernés, c'est l'administration. Et là, on a la chance, et ce n'est pas tous les jours, d'avoir ces trois professions représentées avec nous. Donc on a, comme dans les films par ordre d'apparence et non pas par ordre alphabétique, on va avoir Marc Leuning, qui est chef du bureau des marchés de carbone de la DGEC. Bon, ouais, je me suis trompé, mais il va nous corriger ça. On a Thibaut Delay, qui est directeur douane de L'Oréal. Là, je ne me suis pas trompé, donc c'est bon. Et on a Olivier Thouard, qui est directeur des affaires douanières de Bolloré Logistics. Et là, je ne me suis pas trompé non plus. Nous devions avoir Florian Simoneau, qui est un responsable des douanes, qui malheureusement n'a pas pu venir pour des raisons professionnelles, puisqu'il est appelé à une réunion très importante à Matignon. Donc on comprend bien qu'entre Matignon et nous, il est préféré, et on lui a dit non, c'est plutôt d'abord Matignon. On va commencer cette conférence, on va faire cette conférence un peu en trois étapes rapides. La première, ça va être une présentation par Marc Leuning sur ce que c'est exactement le MACF et ses implications. On va ensuite passer la parole à Thibaut Delay et Olivier Thouard pour avoir un premier point de vue des retours d'expérience. Et ensuite, on fera un tour de table et surtout, je vous engage à prendre la parole, poser des questions, essayez de comprendre, essayons d'être clairs, précis. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, surtout vous n'hésitez pas. Entre chacune des phases, on va vous donner la parole et on a des micros pour vous dans la salle. Alors je me tourne tout de suite vers vous, monsieur Leuning. Le MACF, non, ça marche tout seul. Normalement, il n'y a rien à toucher. Le MACF, c'est quelque chose qui, pour un transporteur ou un logisticien, peut paraître un peu en marge, mais qui est très important. Expliquez-nous un peu ce que c'est et ses applications concrètes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer juste par corriger effectivement la présentation. Donc, je suis bien au bureau des marchés du carbone, mais je travaille spécifiquement sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Au sein du bureau, on travaille aussi sur l'ETS, donc le système d'échange de quotas d'émissions, aussi sur l'ETS 2 qui devrait arriver, également la décarbonation de l'industrie. Donc, moi, je travaille spécifiquement sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, peut-être pour recadrer un tout petit peu ce que c'est que le MACF et pourquoi on parle de cet outil. C'est donc une pièce intégrante en fait du Green Deal européen, qui est donc le paquet législatif qui est en train de se clôturer là avec cette mandature européenne. Et c'est vraiment un pendant de la révision qui a été faite du coup sur ce système d'échange des quotas d'émissions, qui est donc un système où les industriels européens doivent payer pour leurs émissions carbone. Et donc l'idée générale et la raison pour laquelle on introduit ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est qu'on a rehaussé l'ambition au niveau européen sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment pour l'industrie européenne, et on s'est dit il serait temps de faire la même chose pour les produits qu'on importe. Et donc le MACF, c'est cet outil qui a vocation à venir mettre un prix du carbone sur les importations. Et donc pourquoi on fait ça? C'est pour lutter contre les fuites de carbone, donc ça a été mentionné par Monsieur Dace, et donc c'est un terme un peu barbare pour décrire la situation où en Europe on baisserait nos émissions
et ça causerait une augmentation des émissions ailleurs. Typiquement, on délocalise la production. Et donc, l'objectif du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, on dit que c'est dans une logique de level playing field. Donc, c'est en fait d'essayer d'assurer une compétition égale entre les producteurs européens et les producteurs extra-européens quand ils vendent leurs produits sur le marché européen. Donc, concrètement, c'est quoi? Et donc, pour répondre à cette question, je vais peut-être commencer par qui est concerné. Grosso modo, c'est les importateurs. Je sais que ça sera un terme un peu trop vague pour vous, mais les personnes ou les entreprises qui importent certains produits spécifiques identifiés du coup par leur code et leur nomenclature douanière. Et donc, dans le règlement MACF, on a une annexe qui décrit l'ensemble des produits qui sont couverts et concernés par ce règlement. Donc, c'est vraiment sur une base produit qu'on détermine qu'est-ce qui est couvert ou non. On a une exception, ou voilà, on a une simplification à ce niveau-là qui est en dessous d'un certain seuil de minimis, donc en dessous de 150 € par consignement, on exempte du MACF pour des questions de simplification administrative. Ensuite, en termes de déroulé, du coup, comment ça se passe en pratique? On a donc eu un accord en trilogue en décembre 2022, sur la révision du marché carbone européen et la mise en œuvre de ce MACF. Le texte officiel a été adopté et publié en mai. Et depuis octobre, on est rentré dans la période transitoire de ce MACF qui va durer jusqu'à fin 2025. Le but de cette période transitoire, c'est que tous les acteurs concernés, donc les importateurs, les producteurs en pays tiers, les industriels européens, l'administration, qu'on puisse tous en fait comprendre comment fonctionne ce mécanisme et aussi éventuellement apporter certaines modifications au règlement pour que, quand on rentre dans la période effective, qui va commencer à partir de 2026, on ait un dispositif robuste et on a une bonne balance coût-bénéfice essentiellement entre les coûts administratifs, à la fois pour les entreprises et pour l'administration, et les bénéfices climatiques que le dispositif permet. Et donc concrètement, dans la période de transitoire, les importateurs de ces marchandises qui sont concernés par le MACF, tous les trimestres, ils vont devoir faire un rapport où ils décrivent quelles sont les quantités qu'ils ont importées de ces produits et quelles sont les émissions associées. Ensuite, quand on rentrera dans la période effective, donc à partir de 2026, là on a un vrai changement puisque on passe en fait sur un MACF qui devient mordant du point de vue financier. Donc la première obligation, c'est que pour importer des produits MACF, il faudra avoir le statut de déclarant MACF autorisé. Donc il y a un statut spécifique à obtenir pour pouvoir importer les marchandises concernées par le MACF dès le 1er janvier 2026. Et ce statut, du coup, les candidatures pour l'obtenir ou voilà, les dossiers seront à déposer à partir de l'année 2025. Mais donc au 1er janvier 2026, si vous n'avez pas ce statut, vous ne pouvez pas faire rentrer des marchandises MACF sur le territoire douanier de l'Union. Et l'autre aspect du coup de la période effective, ça va être sur base annuelle. On va soumettre un rapport qui décrit la totalité des produits MACF qu'on a achetés, la totalité des émissions qui y sont associées, et il faudra acheter des certificats MACF et en restituer à hauteur des émissions qui sont contenues dans les importations de l'année écoulée. Donc typiquement, le premier moment où il faudra rendre des certificats, ça sera en mai 2027 pour les importations de l'année 2026. Donc dans le courant de l'année 2026, il faudra acheter des certificats et on les restitue du coup de façon annuelle au moment où on dépose aussi son rapport annuel dans lequel on déclare j'ai importé tant de produits, j'ai importé tant d'émissions. Donc ça c'est pour un peu le déroulé dans le temps et aussi en fait comment ça se passe en pratique. Je ne sais pas où j'en suis niveau temps, mais je pense qu'on va Non, ça va. Il y a peut-être juste une ou deux petites précisions que j'aimerais apporter, que j'aimerais que vous nous apportiez, si c'est possible. La première, c'est quels sont les produits qui sont concernés? Parce que ça, c'est important là, pour les auditeurs de savoir est-ce que ça concerne tous les produits ou ça en concerne certains et
qui va avoir le statut de MACF, voilà, le statut MACF, et comment est-ce qu'on l'obtient? Voilà, c'est juste ça. Et ensuite, on voit avec les opérateurs. Effectivement, très bonne question. Donc, sur les produits concernés, l'idée c'était de dire on va commencer par des produits industriels normalement peu transformés à la base, c'était ça l'origine, et qui sont très émetteurs de carbone. Donc on avait visé le ciment, l'acier, l'aluminium, les engrais azotés. On a ensuite rajouté également l'hydrogène. C'est peu importé pour l'instant, mais en fait on se disait que ça pouvait être structurant sur la décennie qui venait. Et en fait, il y avait des risques de contournement par l'aval. Donc par exemple, il y avait une inquiétude que si on incluait par exemple des brames d'acier, donc des produits vraiment peu transformés, mais qu'on n'incluait pas par exemple des vis ou des boulons, on se mettrait à arrêter d'importer des brames d'acier et on se mettrait à importer massivement des vis et des boulons. Et donc, rapidement, en fait, on a tout de suite élargi le périmètre sur l'aluminium et sur l'acier. Et donc, dans ces deux cas spécifiques, on couvre aussi un ensemble de produits semi-transformés. Et c'est là où, justement, on a de nombreuses entreprises qui se retrouvent un peu prises de court à être concernées par le MACF sans qu'elles en soient forcément... Voilà, elles ne se rendaient pas forcément compte qu'elles seraient concernées. On a eu des exemples, par exemple, dans l'agroalimentaire, d'entreprises qui importaient des étagères pour stocker leurs aliments et qui, du coup, tout à coup, se retrouvaient concernées par le MACF. Donc, effectivement, là-dessus, on a aussi les produits semi-transformés, donc sur l'acier et sur l'aluminium. Et la deuxième question... Alors, la deuxième, sur le statut MACF, on pourra peut-être revenir dessus avec monsieur Delay et monsieur Thouars. Voilà. Avant d'aller plus en avant, j'aimerais donner la parole à Thibaut Delay. Donc, vous êtes directeur des douanes chez L'Oréal. Tout le monde connaît L'Oréal. Alors, ce qui est important, on a vu, il y a un certain nombre de produits. C'est pas tous les produits ne sont pas concernés. Mais vous, d'ores et déjà, vous avez commencé chez L'Oréal cette démarche. Est-ce que vous pouvez donner déjà un premier retour d'expérience sur la façon dont vous percevez le MACF? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, L'Oréal, a priori, n'était pas une entreprise ciblée indirectement par ce nouveau règlement. Mais on s'est rendu compte, effectivement, au regard des annexes et des nomenclatures douanières qui étaient concernées, que nous avions des importations de marchandises dont le code douanier était concerné, était repris dans ce règlement. En ce qui nous concerne, il s'agit de l'aluminium et de l'acier, puisque certains de nos produits sont conditionnés dans des articles de conditionnement en acier ou en aluminium, que potentiellement nous importons, et donc par conséquent, nous sommes concernés par ce règlement. Je peux continuer, je peux vous faire un petit retour d'expérience peut-être. Oui, donc effectivement, comme M. Loning l'a dit, on a besoin effectivement d'identifier ces marchandises et on a aussi surtout besoin d'obtenir de la part des fournisseurs les quantités d'émissions, enfin d'obtenir de leur part les émissions intrinsèques, directes et indirectes, à demander à nos fournisseurs et donc à des fournisseurs tiers, à des fournisseurs chinois, à des fournisseurs américains, brésiliens, etc. Ça veut dire qu'il faut pouvoir expliquer cette réglementation-là à des fournisseurs tiers, réglementation qui n'est pas toujours évidente pour nous à comprendre, mais imaginez donc la difficulté qu'on peut avoir à expliquer ce règlement à nos fournisseurs. Et puis au sein de l'entreprise, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui effectivement concernait la douane, puisque c'est sur un portail douanier qu'on vient déposer ces rapports d'émissions CO2, mais que ces informations, elles doivent nous venir principalement des fournisseurs. Donc la fonction achat doit être complètement intégrée, impliquée pour pouvoir se conformer à ce règlement. Donc tout c'est ce qu'on a fait. Donc effectivement, c'est une réglementation qui est venue, qui s'est mise en place très vite, avec un règlement publié en mai 2023 et une date d'application en 1er octobre 2023. Donc c'était rapide. Donc on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir effectivement appliquer les achats, leur expliquer un peu de quoi il s'agissait, avec une répartition des rôles finalement assez facile, c'est-à-dire que nous, douane, on est responsable d'identifier les marchandises concernées au travers des nomenclatures douanières, donc ce qui suppose de pouvoir maîtriser effectivement le classement douanier de l'ensemble des marchandises que l'on importe.
d'identifier les flux, ça veut dire avoir une bonne connaissance aussi des cartographies des flux d'importation, quels sont les RDE, si on travaille avec des RDE, qui sont en charge de ces flux d'importation, pour pouvoir aller creuser dans chaque déclaration d'importation qui comprend une nomenclature douanière CBAM ou MACF, d'aller fouiller, regarder dans la facture commerciale quelle est la référence concernée par ce règlement, pour ensuite passer l'information aux achats qui va aller interroger le fournisseur pour lui demander ces quantités de CO2. Alors, pendant la phase transitoire, il y a la commission qui a publié des valeurs par défaut, ce qui fait que si on n'arrive pas à obtenir effectivement les émissions du fournisseur, on peut se contenter d'utiliser ces valeurs par défaut qui ont été publiées par la commission. C'est ce que je pense, enfin nous c'est ce qu'on a fait sur le premier rapport du 4e trimestre 2023, parce qu'à cette époque, on n'avait pas encore obtenu d'informations réelles communiquées par les fournisseurs. Ça commence à venir. On commence à en avoir un ou deux qui nous communiquent des émissions réelles, mais enfin, on est loin d'être à 100% évidemment. Voilà, donc en termes de retour d'expérience, ce que je peux vous dire, que ça n'a pas été facile, mais qu'il y a absolument besoin finalement de maîtriser ces flux, de bien les cartographier. Ça veut dire aussi l'utilisation des bons incoterms, hein. C'est vrai que si on fait du DDP, ça va être compliqué le MACF. Donc maîtriser les incoterms, maîtriser les formalités import, maîtriser ces RDE et puis surtout impliquer les achats. Parce qu'in fine, c'est des informations que devront nous communiquer les fournisseurs. Merci. Oui, ça, on sent déjà qu'il y a une obligation d'avoir une coopération à l'intérieur de l'entreprise pour bien comprendre où on en est et pour bien comprendre, essayer de commencer à pouvoir travailler sur le sujet en avance, même si la réalité de la réglementation ne rentrera en ligne de compte que dans quelques mois. Je me tourne vers vous, Monsieur Thouars. Alors, je vous ai présenté parce que c'est, comme me disait hier quelqu'un, mon métier principal, celui qui me paye. Vous êtes directeur des affaires douanières chez Bolloré Logistics, mais vous êtes aussi président de la commission douane de TLF Overseas. Et je pense que c'est intéressant d'avoir cette double casquette, parce que d'abord, ça peut nous permettre d'avoir un premier point de vue d'un commissionnaire sur l'application de ce règlement MACF, mais aussi d'avoir un point de vue un peu plus large, un peu plus grand, voire sur TLF, avec TLF, mais aussi sur le CLE 4 au niveau européen. Alors, expliquez-nous un peu comment est-ce que vous, commissionnaire, vous intervenez dans cette réglementation, vos objectifs, vos obligations, et puis comment est-ce que vous voyez les choses du point de vue de votre rôle à la commission douane de TLF. Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, bon, il y a pas mal de questions là. Alors, effectivement, TLF... L'une après l'autre. Oui. Non, TLF est membre du CLE 4, qui est la fédération de la logistique au niveau européen. Et je vais vous partager quelques éléments de réponse que nous avons obtenus lors d'une enquête. Donc, le premier rapport... Comme ça a été dit, on est en rapport trimestriel, était à déposer avant la fin janvier 2024 pour les données du dernier trimestre 2023. Donc ça nous a paru intéressant de faire une enquête début février, qui en fait a été close mi-février. Et les résultats sont en correspondance avec ce qu'on avait constaté, si je puis dire. Donc sur 12 pays qui ont répondu, il y en a une vingtaine dans le CLE 4, sur 12 pays qui ont répondu, on en a eu 2 qui ont dit qu'ils n'ont pas eu accès du tout au système. Donc de toute façon, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ça ne marchait pas. Il y en a 4 qui ont dit que c'était quand même très compliqué. Les accès parfois marchaient pas. Parce qu'en fait le système est européen, mais les accès sont nationaux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on a une disparité. Et les autres ont dit qu'en fait, il n'y avait pas de problème. Donc ça veut dire qu'on a déjà une grande disparité européenne entre, déjà rien qu'au niveau de la connexion. Donc déjà, voilà. Ça veut dire que certains États membres et certaines sociétés n'ont pas pu déposer alors que c'était une obligation réglementaire. Quand on va ensuite au niveau des problématiques qui ont été rencontrées, une fois pour ceux qui ont eu accès aux données,
la première remontée, et c'est ce que Thibaut a dit, c'est qu'en fait, on a du mal, enfin, ils ont du mal, parce que nous sommes RDE, pas importateurs, nos clients ont du mal à récupérer l'information de leurs fournisseurs. Parce que déjà, ils ne connaissent pas la réglementation, ils ne savent parfois même pas qu'elle existe. Et donc, c'est un vrai problème. Ensuite, l'instabilité du système. Je le donne par ordre de ce qui a été donné. L'instabilité du système, j'ai évoqué déjà pour se connecter, mais même pour faire une déclaration, ça marche pas. Il y a des messages qui veulent rien dire. Et surtout, il ne faut surtout pas suivre ce que dit le message. Parce que s'il dit que la case 8 est erronée, c'est peut-être la 10. Donc, il faut imaginer. C'était un peu le... Voilà. C'est le jeu de piste, quoi. C'était un peu le jeu de piste. Ça a été assez compliqué. Les messages ont été corrigés. Il y a eu beaucoup de corrections au fil de l'eau. C'était un peu un débugage au fil de l'eau du système. Les opérateurs économiques ne connaissaient pas leurs obligations. Donc nous, notre RDE, en tant qu'RDE, on a communiqué à nos clients. On a fait des informations, des mails, des mailings, des communications, des flyers en fonction des webinaires, enfin des événements, pour essayer d'informer nos clients. Mais clairement, les opérateurs économiques n'étaient pas au courant. Ça a été dit, c'était fait rapidement. Je rappelle, le texte est voté en mai. Les textes d'application sont disponibles, enfin sont publiés le 17 août. Application le 1er octobre. Donc déjà, il y a l'été, les gens n'étaient pas là. Et ce qui fait que voilà, ça a été fait de manière très courte. La commission n'a pas souhaité repousser. On avait demandé à ce que ce soit repoussé. Parce qu'il y a d'autres enjeux environnementaux derrière et des engagements. Et donc, ils n'ont pas voulu repousser. Peut-être juste dans les problématiques, il y avait donc l'implémentation, je viens de le dire, l'absence de retour ou le manque de retour des États membres ou de la Commission sur les questions qui ont été, je dois le dire, c'est pas qu'ils ne répondaient pas, c'est juste qu'ils étaient débordés, parce qu'il y a eu juste un rush. Et aussi la résistance de certains importateurs qui ne voyaient pas pourquoi on leur rajoutait une obligation. Il y en a un qui n'est pas sorti là, mais que moi je rajouterais, c'est l'incompréhension des missions de chacun. Justement, c'était de nouveau question. Vous, en tant qu'RDE, vous faites quoi? En tant qu'RDE, on va déposer une douane. Là, on parle, dans le cadre du MACF, d'importation. On va déposer une déclaration, donc on a accès aux informations de la déclaration d'importation. Et donc notre rôle, il va être de transmettre la déclaration à notre client importateur, mais charge à lui d'aller contacter son fournisseur dans le pays de départ pour récupérer les informations de carbone, parce que nous, on ne peut pas les deviner. Et c'est vrai qu'au tout début, il y a eu une phase qui a duré 2-3 mois, où il y avait un flou entre c'est une déclaration, donc c'est le RDE, mais sans comprendre que les données, nous, on ne les avait pas. Voilà. Donc ça a joué en fait à la difficulté au départ de compréhension et d'adaptation. Très bien. Alors, j'aimerais juste qu'on précise un acronyme, le RDE, quand on n'est pas à 150% dans les douanes. Le représentant en douane enregistré. Voilà, c'est très bien. Comme ça, c'est voilà. Donc un RDE, c'est a fortiori un transitaire, un commissionnaire enregistré auprès du service. Qui va déposer une opération de dédouanement au nom et pour le compte de quelqu'un, par exemple. Tout à fait. Et voilà. D'accord. Non, mais ça, tout le monde n'est pas forcément toujours là-dedans. Donc c'était juste pour une petite précision. C'est très bien. Je pense que c'est intéressant d'avoir cette approche un petit peu différente, puisqu'on voit bien qu'entre le chargeur, le commissionnaire et l'administration, chacun il va de sa spécificité pour arriver à faire que les choses fonctionnent. Vous nous l'avez relevé, c'est intéressant parce que vous nous l'avez relevé au niveau européen. On voit qu'il y a un certain nombre de soucis à droite, à gauche. Je pense que ça va être... c'est le début, donc c'était peut-être un peu la phase de rodage et que ça va aller en s'améliorant. Ça, faut pas se leurrer. Si vous voulez que je finisse l'état des lieux, je peux, parce que vous parlez de ça au niveau européen. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà, vous me coupez l'herbe sous le pied, merci. Non, c'est juste que la Commission a publié les résultats à différentes étapes, et notamment, je ne vais pas évoquer les chiffres qui ont été évoqués pour début mars. Donc, alors, c'était donc une obligation pour fin janvier. Je refais l'histoire. Qui a été prolongée, comme beaucoup d'opérateurs n'avaient pas franchement compris qu'il fallait faire quelque chose ou n'ont pas réussi à le faire, prolongée jusqu'à fin février. Et le Q&A du 28 février, le Question and Answers de la Commission, le 28 février a précisé
up to 31 mars. Donc on a compris qu'il y avait eu une prolongation. Donc c'est encore possible pour ceux qui ne l'ont pas fait de déposer un rapport. Donc le 5 mars, au niveau de l'Union européenne, sur les 70 000 rapports qui étaient attendus pour fin janvier, il y en avait eu 14 408 qui avaient été déposés, soit environ 20%, ce qui est plutôt pas mal si on compare avec les données de fin janvier, puisque là, il y en avait 9 431, ce qui représente 13,5%. C'est pour montrer l'écart entre l'attendu européen et la réalité du terrain. C'est pour ça que je partage ces chiffres. Après, on a parlé des valeurs par défaut. 80% des opérateurs économiques ont utilisé des valeurs par défaut. Le côté positif, c'est que peut-être que 20% en ont trouvé des vrais, enfin des bonnes. Mais il faut se méfier parce que le rapport initial, il avait été dit déposez au moins une ligne et vous aurez jusqu'à juillet pour le compléter. Donc ça ne veut pas dire que les rapports déposés sont bons. Ils ne sont pas complets. Ils ne sont pas complets, voire erronés, c'est pas grave, puisqu'on pouvait mettre ce qu'on voulait. Ah oui. L'idée, c'était d'en mettre un, d'en ouvrir un et d'en déposer un. Parce que c'est une phase d'entraînement, il faut le comprendre. C'est une phase de test et d'apprentissage. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces chiffres qui paraissent, même si on dit que 20% ont déposé, ça ne veut pas dire que 20% ont déposé correctement. Donc, on est loin du compte. Il y a encore du chemin. On a une phase de transition. Il y a 9 rapports. Pendant la phase de transition, il y a 9 rapports. Hein. Donc, voilà. Oui, monsieur Loning, je vous vois très sauter, tressaillir. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir une première réaction sur les données que nous a données, des données intéressantes qui sont tirées d'enquêtes réalisées par la Commission. Et juste peut-être de préciser aussi, en France, qui s'en occupe ? Le système informatique, est-ce que c'est une société privée ? Est-ce que c'est l'administration qui s'en occupe ? Merci juste de nous donner ces précisions. Du coup, je commence effectivement sur ce point-là. Donc, il faut savoir que la plateforme sur laquelle la déclaration se fait, elle est effectivement centralisée au niveau européen. Et la différence, et là où on peut avoir des disparités entre les pays, c'est sur les modalités pour accéder à cette plateforme. En France, on a fait le choix de réutiliser le système douane.gouv en se disant les acteurs qui doivent faire cette déclaration, a priori, ils devraient avoir des comptes douane.gouv et que ça permettait de capitaliser sur le fait qu'ils ont déjà fait normalement valider leur compte ou certifier leur compte. Donc on a de l'assurance sur le fait que les gens qui déclarent dans le MACF pour une entreprise donnée correspondent bien à qui ils disent être, puisque ça a déjà été vérifié par ailleurs. On avait la possibilité d'utiliser directement le registre européen, mais ça aurait induit encore plus de délais. Et effectivement, on a eu des difficultés sur la partie informatique, puisque le texte est quand même arrivé très rapidement. Et donc, on a pu ouvrir l'accès à la plateforme à partir de la mi-décembre, sachant que les rapports, du coup, devaient être déposés en janvier. Et là-dessus aussi, on est conscient, c'est en partie pour ça qu'il y a du délai qui a été rajouté par ailleurs, que ça n'avait pas donné beaucoup de temps aux acteurs de se familiariser avec le fonctionnement de la plateforme avant d'avoir à vraiment déposer leur rapport, d'où l'instabilité sur le registre, les difficultés, l'incompréhension sur les différents messages d'erreur. Je rebondis un peu sur les chiffres effectivement qui ont été signalés. Dans l'ensemble, voilà, effectivement, je modérerai un peu en disant on n'est pas loin du compte, on n'y est pas encore. Et effectivement, on est content de voir que ça continue et qu'on continue à avoir des rapports. Le chiffre de 70 000, il était fait du coup sur des estimations qui ont été remontées au niveau des pays. Et on a plusieurs pays qui avaient fait des erreurs d'estimation en amont. Donc par exemple, certains pays qui avaient tout à fait sous-évalué le nombre de déclarants. Et on pense au contraire d'autres pays qui ont pu surévaluer en se disant on préfère avoir une valeur un peu pessimiste. Donc en France, de notre côté, on a plus de 1500 connexions au registre individuel pour 800 rapports, un peu plus de 800 rapports qui ont été déposés, et on a 200 rapports qui sont encore à l'état de draft. Donc effectivement, là-dessus, on n'a pas la totalité des gens qui ont accédé à la plateforme, et parmi les gens qui ont accédé à la plateforme, on ne les a pas tous qui ont déposé un rapport. Le message qu'on a effectivement cherché à faire passer, c'était déposer un rapport, vous aurez toujours la possibilité de le modifier. Du point de vue juridique, s'il n'y a pas de rapport, nous, on est un peu dans une situation délicate côté administration, puisque le règlement prévoit des sanctions en principe dans ce cas-là.
Donc on préférait avoir un discours de ne vous mettez pas en porte-à-faux du point de vue juridique, si vous déposez un rapport même vide, c'est bon. Et que on trouvait que pour cette première période de rapportage, déjà, voilà, pour janvier-février, ça serait une bonne étape à franchir de savoir qu'on a un rapport à déposer et avoir réussi à accéder au registre et avoir déposé un rapport, ce qui veut dire s'être un peu familiarisé avec la plateforme. Tout ce qui était vraiment le contenu du rapport, ça pourrait venir plus tard. Et je reviens sur un autre point également sur le chiffrage, c'est que on a du mal, et ça on l'aura je pense avec l'analyse qui va arriver, mais on a du mal à estimer à quel point on a eu de la consolidation des rapports, puisque par exemple on a régulièrement des entreprises qui ont plusieurs filiales et à qui essentiellement au niveau français par exemple on a dit vous avez la possibilité, c'est pas totalement prévu dans le rapport, mais on a dit pour cette première période de rapportage, ne vous inquiétez pas, faites un rapport pour l'ensemble de vos filiales de façon à ne pas démultiplier inutilement l'exercice. Et donc effectivement, ça fait que c'est difficile en fait de chiffrer précisément le nombre de rapports qui sont attendus, mais je conçois bien qu'on a une partie de nos importateurs qui ne savent pas qu'ils ont des obligations vis-à-vis du MACF, et donc c'est un point sur lequel on prévoit on engage différents travaux. On va notamment, a priori, prendre contact avec les chambres de commerce et de l'industrie locales, régionales, pour qu'elles puissent aussi relayer davantage ce discours. C'est aussi pour ça qu'on vient participer à des événements de ce type, pour continuer à sensibiliser à l'existence du MACF. Et dans tous les cas, on sera... Donc la DGEC, j'ai oublié de le préciser, on est autorité compétente pour la France, donc c'est nous qui sommes en charge de la mise en œuvre du MACF au niveau français. Donc le fait que on travaille conjointement évidemment avec la DGDDI, mais du coup, les responsabilités sont relativement clairement définies dans le règlement sur qui fait quoi. Je pense que ça peut être intéressant maintenant qu'on ait un peu... on a eu un premier tableau là, de ce qui se passe, de la façon dont les choses ont été prises en main, si je peux me permettre l'expression, depuis le mois d'octobre. Ça sera intéressant qu'on ait un peu des retours d'expérience, des interrogations. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Delay, Thibaut Delay. Alors, vous l'avez bien expliqué, comment est-ce que vous avez attrapé la réglementation, le mécanisme. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qui, d'après vous, sont à améliorer, ou comment est-ce que vous voyez les choses venir là, sur les prochaines semaines? Ce qu'on constate, nous, c'est que, bon, encore une fois, on n'était pas, je pense, l'industrie ciblée par ce règlement. Et quand on se projette un petit peu sur l'année 2026, c'est-à-dire à partir du moment où on va devoir acheter des quotas carbone avec des prévisions à 100 € la tonne, bon, on fait les estimations avec les chiffres que l'on a, on se rend compte que finalement, le coût de ces quotas carbone qu'on va devoir acquérir pour pouvoir importer ces matières premières, ces marchandises, n'est pas si élevé. Si on le compare avec la charge administrative, si on le compare avec l'effort qu'il faut faire pour collecter l'ensemble de ces informations et déposer ces rapports, c'est assez disproportionné. Donc on espère encore que la réglementation pourra évoluer, pourra s'adapter aussi aux réalités, avec éventuellement une question pour M. Loning. Est-ce que l'on peut envisager est-ce qu'on peut espérer d'avoir effectivement des valeurs par défaut qu'on puisse continuer d'utiliser en deçà d'un certain seuil, c'est-à-dire qu'en deçà d'une certaine volumétrie, si je puis dire, de CO2? C'est une première question. Oui, alors je propose qu'on donne la parole à moins que vous ayez une deuxième question. Et puis la deuxième question, c'est parce qu'on a compris que le mécanisme MACF allait s'étendre. Pour l'instant, on l'a dit, c'est le ciment, les engrais, l'aluminium, l'acier, l'hydrogène et l'électricité. Bon, il semblerait que ce soit destiné à être étendu à beaucoup plus de marchandises. Donc, au fur et à mesure de ces extensions, est-ce qu'on aura des phases transitoires, comme on en connaît une aujourd'hui, pour pouvoir collecter toutes ces informations et laisser le temps aux entreprises, finalement, de pouvoir déclarer les choses correctement. Merci. Monsieur Delay, vous aussi, vous êtes entre l'administration, l'industriel et voilà.
quels sont d'après vous, quelles sont d'après vous les grandes interrogations pour les prochains mois en tant qu'opérateur de douane? Bon, du coup, c'est moi. Alors, on a vu qu'il y a une grosse problématique pour que les gens comprennent déjà comment elle est déposée. Et ce qu'il faut comprendre sur le marché aujourd'hui du dédouanement, c'est qu'il y a beaucoup de petits opérateurs qui déjà déposent pas leur douane, ils font confiance à un opérateur, à un RDE, donc représentant en douane enregistré. Et en fait, ils ont envie de faire la même chose. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas le droit d'un point de vue réglementaire, parce qu'il y a un seul déclarant MACF autorisé. Même rapporteur, parce qu'on est en phase de rapport. Donc la Commission a introduit dans un Q&A de novembre, c'est là où ma question va venir, une notion du service provider. Et donc, je pense que la notion est intéressante pour que les PME comprennent quelles autres solutions elles auront, peut-être, pour arriver à déposer ces rapports sans mettre en œuvre des solutions internes trop complexes. Mais, merci. Alors, Monsieur Lening, excusez-moi, vous en avez une deuxième question. C'est la question est pour la même personne. Voilà, c'est ça. Monsieur Lening, vous êtes, vous représentez l'administration, tout se dirige vers vous. Vous les prenez dans le sens dans l'ordre que vous le souhaitez. Oui, je vais les prendre dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. Donc effectivement, oui, cette question sur le coût du carbone qui est finalement relativement faible par rapport au surcoût administratif et plus globalement qu'on a en fait un coût fixe assez important, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelles que soient les quantités importées, à comprendre la réglementation, avoir un compte sur le registre, savoir déposer un rapport, etc. C'est un point du coup qu'on a bien identifié. Il y avait déjà eu des propositions dans le sens d'une simplification pour les petits flux d'importation qui avaient été portés à l'été dernier sur le règlement d'exécution. Mais voilà, vous l'avez rappelé aussi, tout est allé très vite, y compris du côté administration. Donc en fait, on a manqué de temps pour bien expertiser cette solution. Et ensuite, en rentrant plus dans le détail, on a vu les acteurs qui étaient réellement concernés. Et maintenant, la quasi-totalité des États membres ont constaté ce problème du fait que, notamment du coup pour des petits volumes, des petits flux d'importation, on se retrouve à devoir faire tout un rapportage MACF pour ensuite parfois payer moins de 1 certificat MACF dans l'année. Ça peut arriver. Et donc effectivement, au niveau français, on a apporté des propositions à la Commission en essayant d'avoir un seuil en dessous duquel on pourrait continuer à utiliser des valeurs par défaut, puisque l'idée c'est pas forcément d'exempter du MACF, mais de simplifier la tâche administrative. C'est un point qui a été du coup bien entendu côté Commission. Ils voulaient plus de temps pour y réfléchir et normalement on devrait avoir des nouveaux éléments sur ce point-là d'ici l'été ou d'ici la fin de l'été et a priori peut-être une modification du règlement d'exécution. C'est pas certain, mais dans ce sens pour essayer d'apporter plus de flexibilité. La difficulté qu'exprimait la Commission et qui paraît toutefois valide, c'est de dire dans la période effective, pour l'instant, on n'a rien prévu pour les petites importations. Donc, si on habitue les acteurs qui ont des petits volumes d'importation à utiliser des valeurs par défaut et que dans la période effective, ils se retrouvent à continuer à utiliser des valeurs par défaut et à payer un markup dessus, puisque du coup, essentiellement, au moment où on rentre dans la période effective, on peut soit faire du rapportage en émission réelle, donc on mesure sur site, soit on dit j'ai pas envie de... Voilà, je veux simplifier mon calcul, mais auquel cas on a une espèce de pénalité dans l'estimation du contenu carbone et donc on se retrouve à payer davantage vis-à-vis du MACF, de façon à ce qu'il y ait une incitation à mesurer réellement les émissions. Et donc ce qu'on veut pas, c'est en fait tendre un espèce de piège aux petits importateurs, leur dire ne vous inquiétez pas à utiliser des valeurs par défaut et qu'à partir de 2026, ils se retrouvent à payer plein pot. Donc justement, la Commission avait besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir proposer quelque chose qui serait cohérent entre ces périodes transitoires et la période effective. Mais justement, tout l'intérêt de cette période transitoire, c'est aussi ça nous permet de voir ce genre de problématiques quand même plus opérationnelles et de se dire comment est-ce qu'on peut modifier le règlement puisqu'il est encore temps avant 2026. Il y avait, oui, la question sur les nouveaux produits qui seraient ajoutés. Effectivement, c'est plutôt prévu même. Le règlement, dans ses considérants, précise on prévoit a priori d'inclure la chimie et d'autres et le raffinage, par exemple. On
on n'a pas plus d'informations que ça à ce stade sur quel serait le calendrier. Mais ce qui paraît vraisemblable, c'est qu'on aurait quand même une période de transition, mais qu'elle pourrait être plus courte, étant donné que toute la partie retour d'expérience côté administration pour comprendre comment faire fonctionner le MACF et comment il peut être amélioré, on aurait moins besoin de le faire. Donc ça c'est ressenti plus un peu, on va dire, au doigt mouillé à ce stade sur les façons dont ça se déroule. Et sur la question de Monsieur Thouars, en lien avec les services providers, la compréhension que j'en ai actuellement, c'est que ça fonctionnerait un peu à l'équivalent du représentant direct en douane, donc essentiellement de pouvoir faire appel à un prestataire qui ferait la déclaration MACF pour le compte de quelqu'un d'autre. Et pour le nom de... J'ai toujours un doute, mais essentiellement, voilà, un fonctionnement qui est plutôt calqué sur celui du représentant direct en douane. Alors, nous, c'est ce qu'on a demandé. Ce qu'on a compris, nous, du service provider, mais c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait une clarification, c'est pas tout à fait ça. Enfin, nous, ce qu'on a compris, c'est que ce serait quelqu'un qui agirait en tant qu'employé de l'entreprise, d'un point de vue technique. Il ne serait pas embauché, mais c'est-à-dire que l'entreprise le nommerait comme étant son interlocuteur, et donc via les systèmes, comme s'il autorisait un de ses employés à accéder à son propre outil. Ce qui n'est pas la même chose que de travailler en représentation directe, même si la logique, on est d'accord avec la logique, mais parce que dans ce cas-là, nous, on travaille sur nos outils au nom et pour le compte de quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Et d'un point de vue technique, d'un point de vue pratique, parce que ça voudrait dire que... Et puis, ce n'est pas forcément le RDE, le service provider, c'est n'importe qui. C'est n'importe quelle entreprise qui veut se mettre à faire de la déclaration MACF. On n'est pas contre, hein, bien au contraire. Mais nous, on ne demande pas que ce soit réservé au RDE. Hein, mais ça serait n'importe quelle entreprise. Mais du coup, celui qui va le faire, s'il se connecte en tant qu'employé et qu'il travaille pour 15 entreprises, il va avoir 15 connexions différentes. Parce qu'il va accéder à chaque compte de chacun. Donc c'est là où on essaie de comprendre la logique du comment ça va marcher avant que ça puisse vraiment... Voilà. Mais on est conscient que c'est une des méthodes peut-être pour accélérer le déploiement de la phase de transition. Merci. Alors, je souhaiterais, parce que là on est en train de me faire des grands signes, est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, on a une question là. Oh là, il y a 3 questions. Alors, attendez, je vais vous prêter mon micro. Je prête mon micro. Hein. Voilà, merci. Joël Gusman, je suis le président de TLF Overseas. Moi, je n'ai pas une question, mais juste un commentaire. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est en train d'essayer de comprendre les difficultés d'appliquer une nouvelle réglementation. Et il me semble, là on a une audience ici qui a priori a plus ou moins entendu parler de ce qu'est le MACF. On peut parler de toutes les difficultés. Les chiffres que tu as donnés, Olivier, montrent à quel point on a du mal à le mettre en place. Le MACF, c'est le secret le mieux gardé. C'est le secret le mieux gardé dans le monde industriel, dans le monde des importateurs. Et moi, en tant que représentant des RDE, on a une mission de conseil et d'accompagnement. Mais lorsque on a décidé il y a quelques années de passer les routes nationales de 90 km/h à 80, on a expliqué pourquoi il fallait passer de 90 à 80. Et il y a eu des campagnes de communication vers le grand public. Or aujourd'hui, quand je dis que c'est le secret le mieux gardé, on peut analyser tout ce qu'on veut, mais les raisons, à mon avis, principales des difficultés qu'on rencontre à respecter cette nouvelle réglementation, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. Nous, on sait un petit peu, on est aux premières loges. Donc moi, je pense aujourd'hui qu'il y a un effort incroyable de communication, d'expliquer pourquoi c'est une composante de la transition écologique, tout le monde est sensibilisé, et puis il y a aussi des contraintes. Et aussi savoir, c'est que toutes les entreprises n'ont pas la chance d'avoir un directeur douane, comme c'est le cas de Thibault, et que moi j'ai essayé d'approcher les chambres de commerce. Et les chambres de commerce sont en relation avec les TPE, les PME, les sociétés qui a priori n'ont pas de directeur douane pour s'intéresser au sujet. Et il me dit, mais on n'a jamais entendu parler de ce qu'est le MACF. Donc, moi, je ne sais pas qui vous conseille dans la communication, mais là, il y a peut-être un petit effort à faire pour essayer de faire en sorte que le MACF ne soit plus le secret le mieux gardé du commerce international. Eh bien, écoutez, voilà, on va... Oui, c'est intéressant. Il y avait une question... oui, madame. Merci.
Merci de vous présenter. Oui, bonjour, Lisa Wirtz de la société Customs Bridge, logiciel Okiduty. On a entendu donc qu'il y aurait potentiellement des expansions vers de nouveaux chapitres ou de nouveaux types de produits. Est-ce qu'on aurait quelques informations sur les potentiels chapitres concernés et un horizon à nous donner? Attends, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne les questions, parce que là, on est un peu sous stress. On prend les questions et ensuite, on y répondra d'un coup. Monsieur? Pardon, excusez-moi. Bonjour, Florent Toublanc, acheteur transport pour la société Accence Groupe IFPEN. J'ai plutôt, comme l'a expliqué Monsieur Touard tout à l'heure, nous avons jusqu'à juillet pour justifier des déclarations effectuées en janvier. Du coup, j'ai une question un peu plus adressée à Monsieur Dolay sur la réaction, en fait, quelle a été la réaction des fournisseurs et un peu les démarches et actions qu'ont menées vos équipes achats sur les importations pour expliquer les processus, la spreadsheet et la documentation demandée. En effet, pour avoir mis un peu le nez dedans, la spreadsheet, faut la comprendre avant de pouvoir demander et requérir les informations qu'il nous faudra pour justifier de cette déclaration. Donc ça, c'est une première étape, là à laquelle aujourd'hui on est. Et sinon, justement, Monsieur Loning, peut-être quel support on peut avoir pour expliquer et pour savoir se former. En effet, nous, on n'a pas de directeur douane au sein de la groupe, on a juste un conseiller, un représentant. Donc en fait, ça va être la mission des achats et de la conseillère fiscale de se pencher sur le sujet. J'ai une dernière question aussi, c'est plus à l'écart, c'est quelles seront les conséquences d'une mauvaise déclaration hors période transitoire. Très bien. Alors, merci, monsieur. On va les prendre l'une après l'autre. Je propose... on va commencer par la fin. Monsieur Dolay, sur les différents aspects de cette déclaration. Comment est-ce que ça se passe? Oui, alors pour obtenir les informations de nos fournisseurs notamment. Bon, nous, il se trouve que nos fournisseurs sont principalement en Chine. Et il y a un document qui a été publié par la commission qui explique ce règlement MACF. Un document qui a été assez complet, qui est rédigé en chinois. Donc, que je vous conseille. Si en tout cas la problématique se pose chinois avec des fournisseurs chinois. Il semble bien fait. Moi, je lis pas le chinois, donc je n'ai pas été en capacité de juger du document, mais a priori, il a été assez utile puisque depuis qu'on l'a publié, qu'on l'a communiqué à nos fournisseurs, on a réussi à collecter les premières données d'émissions réelles. Bon, après, il y a aussi un autre aspect, c'est que la Chine met en place sa réglementation CBAM à partir de 2025, a priori, je crois. Quelque chose d'à peu près équivalent. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais c'est le retour que nous ont fait nos fournisseurs. Bon, il y a le UK aussi. Enfin, il y a, je pense, de plus en plus de pays qui vont adopter quelque part des réglementations équivalentes. Donc quelque part, je me dis, j'espère que ce sera de plus en plus facile parce que localement, ils auront les mêmes contraintes que nous. Donc, tout ce qu'on espère, que ce soit un tout petit peu harmonisé, ce serait bien, notamment dans le mode de calcul, dans la définition de ces émissions. Mais voilà, donc c'est clairement pas facile, et c'est pour ça que, d'où ma question de tout à l'heure pour essayer d'obtenir pour les produits qui sont très transformés, pour lesquels on a énormément d'acteurs entre la production de l'acier ou de l'aluminium brut et la fabrication du produit qu'on importe. Voilà, on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à obtenir la totalité de ces émissions intrinsèques réelles et qu'il nous faudra un assouplissement quelque part des règles pour utiliser des valeurs par défaut. Merci. Juste, alors, pour répondre à une ou deux questions, et notamment sur les échéances à venir, des prochaines commodités à entrer dans le MACF. Vous avez une idée? Oui, effectivement. Donc la Commission publiera un rapport en 2025, plutôt fin de l'année 2025, qui dira un peu ce qu'elle imagine du coup pour la suite du MACF.
Donc c'est sur cette base de ce rapport-là qu'ensuite une proposition législative sera faite. Et si vous regardez du coup les considérants, donc c'est la partie du règlement MACF qui n'est pas vraiment le texte de loi en tant que tel, il y a un peu marqué que typiquement la chimie et le raffinage avaient été envisagés dans le périmètre du MACF et ont vocation à y être intégrés, mais pour des raisons de complexité méthodologique, ça n'a pas été fait. Oui, je vous en prie, surtout pour répondre au président de TLF Overseas sur la communication. Le secret de mieux garder de France après les secrets papaux. Non, effectivement. Donc, je pense qu'on est bien d'accord et on est conscient que les TPE, PME, c'est vraiment la cible qu'on n'a pas bien réussi à toucher vraisemblablement jusqu'à présent. Un peu deux éléments de réponse. D'une part, donc on en est conscient et on va renforcer le contact avec ces entreprises. Donc on a pris attache là avec la FTPE et on va discuter avec eux plus spécifiquement. Ils nous ont dit que leurs adhérents étaient effectivement très intéressés a priori à discuter de ce sujet. Idem côté CPME. On pense, du coup, on se rapproche aussi des chambres de commerce et de l'industrie pour pouvoir le faire. Et on a dans les plans essentiellement d'envoyer une communication très large dans l'idée, toutes les personnes qui auraient importé des marchandises MACF dans les 3 dernières années pour leur dire attention, cette réglementation existe. Nous ne vous disons pas que vous êtes nécessairement concernés, mais ça se pourrait bien, donc méfiez-vous. Merci. Et l'autre aspect, c'est ensuite effectivement un peu l'aspect sur les flexibilités qu'on peut donner et le coût administratif, étant donné que notre ressenti, c'est que l'essentiel des émissions importées, elles ne vont pas forcément se situer au niveau des TPE, PME. Et du coup, justement, est-ce que c'est notre cible prioritaire et est-ce que c'est là où on voulait avoir en fait l'application la plus stricte du règlement? C'était pas forcément ça l'idée, mais sur ce point-là, c'est un peu, on le verra venir et il y a des arguments qui pourraient être faits dans l'autre sens de dire il faut prévenir tout de suite, comme ça ils ont aussi le temps de se mettre en conformité, mais c'est vu que le cadre sur ces petits importateurs n'est pas encore totalement clarifié, c'est aussi plus compliqué de venir vers eux et de leur dire mais on ne sait pas encore exactement à quoi ça va ressembler. Merci. Je pense que ça va être l'heure de conclure. J'aurais aimé justement pour conclure, pour donner un petit peu un point de vue, je demande à Even Desrosières qui est de TLF Overseas. Et Even, en 2 mots, quand on a entendu tout ce qu'on vient d'entendre, on s'aperçoit, on est rentré dans la salle et moi personnellement, quand je l'ai appris que j'allais m'occuper de ça, j'étais un peu, je me suis dit tiens, où vais-je? Et on s'aperçoit que ça implique énormément la fonction transport et logistique. On entend parler de beaucoup de choses, on a entendu parler d'évolution, on a entendu parler d'énormément de problèmes aussi. Comment est-ce que vous voyez les choses sur l'avenir? Oui, alors très rapidement, encore nous, TLF Overseas, décidément, on est partout. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le MACF, c'est un très bon exemple de la complexification en fait, des règles du commerce international qu'on a de difficulté à appréhender, tant côté RDE que côté chargeur, avec cette volonté affichée de la Commission européenne et de l'administration d'aller contraindre les marchandises techniques, sur les normes techniques des marchandises dans les pays tiers. Donc, ce qui pose des difficultés pour les opérateurs de l'Union européenne. Et là, on a besoin aujourd'hui collectivement, au niveau douanier et importateur, de comprendre comment est-ce que ça va se mettre en place. D'où l'enjeu de communication qu'a très bien rappelé notre président. Donc voilà, on a un peu la première brique sur le non douanier de la contrainte à l'extérieur de l'Union européenne sur les marchandises. Et ça va continuer d'arriver avec notamment la déforestation. Donc c'était un peu voilà, cette petite ouverture. Merci beaucoup, je vous remercie. Je pense que l'année prochaine, on pourra revenir parce qu'on aura encore autant de choses à dire, voire peut-être un peu plus. Merci à tous d'être restés. Et puis, voilà, je vous propose de les applaudir.